Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 22 juillet 2026 et notre cher ami Robert Barnes est avec nous. Bon retour parmi nous, Rob. Ravi d'être là. Je voudrais commencer par le dernier tweet de Donald Trump, ou plutôt sa publication sur Truth Social. Il a déclaré « À partir de maintenant, chaque fois que la République islamique d'Iran tirera sur un navire dans le détroit d'Ormuz, que ce soit avec un missile, une roquette, un drone ou tout autre dispositif ou arme, les États-Unis bombarderont et détruiront un pont ou une centrale électrique, y compris ceux situés à proximité ou à l'intérieur de la capitale, Téhéran. Merci de votre attention. Voilà le ton qui se dégage. Cela pourrait s'inscrire dans ce contexte, avec la situation dans le détroit d'Ormuz, la nouvelle escalade en mer Rouge et le nouveau blocus imposé par le Yémen à l'Arabie saoudite. Où allons-nous, Robert? Vous voyez ce qui se passe en ce moment. Oui, vous savez, je me suis finalement plongé en profondeur dans une étude de l'opinion publique iranienne publiée avant l'escalade de ce conflit, fin février. Parce que je voulais comprendre où allait l'Iran, car cela va de fait déterminer l'efficacité de la stratégie de Trump et le moment où il devra se retirer plutôt que d'escalader. Et Trump continue d'entretenir l'illusion, voire le délire, qu'il peut obtenir ce qu'il veut partout dans le monde, par des menaces coercitives, économiques comme militaires. Alors même que la Chine lui a infligé un sérieux revers. Il a dû abandonner toute sa politique commerciale envers la Chine, parce que la Chine a utilisé son monopole sur les terres rares d'une manière à laquelle il ne pouvait pas répondre. Il a continué à faire semblant qu'il le pouvait, encore et encore. Mais il est devenu évident que ce n'était pas le cas, et il a fini par capituler. Dans une certaine mesure, c'est la même chose avec la Russie. Il pensait pouvoir dire « Oh, on va envoyer des Tomahawks, on va faire ceci, on va faire cela ». La Russie n'a fait qu'intensifier son conflit avec l'Ukraine. Il n'a pas tenu ses promesses d'Anchorage, celles d'un accord de paix selon ses propres conditions qu'il avait lui-même proposées. Puis il a retiré le tapis sous les pieds, comme il l'a fait à plusieurs reprises dans les négociations avec l'Iran. Et il continue d'agir avec cette idée que, bon, si j'appuie un peu plus fort, ils céderont. Et une grande partie de ce raisonnement repose sur la conviction que le gouvernement iranien, que la République islamique d'Iran est profondément impopulaire auprès d'un grand nombre de personnes en Iran, y compris parmi de nombreuses personnes ayant une certaine influence économique, militaire ou policière. Et qu'il y a, au sommet, une sorte de cercle de dirigeants qui agit de manière corrompue dans son propre intérêt, mais qui ne pourrait pas résister à une pression économique ou politique suffisamment forte de la part de la population. Une pression qui se propagerait alors dans leurs forces de police, leurs forces militaires et leurs structures politiques. Le problème, c'est que ça a toujours été un mensonge. Et au fait, la CIA sait que c'est un mensonge, parce que la principale organisation qui propage cette fausse information sur l'opinion publique iranienne a été créée par la CIA. C'est ce groupe appelé Gaman. Tout chez eux, de ce que j'ai vu, crie à la structure écran de la CIA. Soudain, un groupe de réflexion sort de nulle part, fondé par deux professeurs dont presque personne n'a entendu parler, et qui se mettent soudainement à faire des sondages sur l'Iran, alors qu'ils n'ont jamais fait de sondage nulle part, à aucun moment. Ils ne sondent jamais aucun autre pays. Ils ne mettent jamais leur sondage à l'épreuve, en disant par exemple « Voilà ce qui va se passer lors d'une élection ». C'est comme ça que les instituts de sondage établissent leur crédibilité. La précision, dans l'art et la science des sondages d'opinion, consiste à essayer de parler à 1000 personnes pour projeter ensuite l'opinion de 100 millions. Et donc, la CIA elle-même en interne. Un ami à moi, le sondeur Richard Barris, de People's Pundit Daily, parlait avec un sénateur. Ce sénateur passait en revue les différentes organisations de sondage bidons qui existaient au début de 2025 et essayait d'apporter quelques corrections à cela.
en y réfléchissant sous un angle intérieur, américain. Eh bien, l'un des principaux groupes mis en évidence était Gaman. La CIA elle-même l'avait signalé et avait dit, au fait, utilisez ceci uniquement pour la propagande extérieure. C'est intégralement n'importe quoi. Ne l'utilisez pas pour l'analyse interne. Comme on l'a vu, les services de renseignement ont déclaré que rien de tout cela ne changera la stratégie de l'Iran. Aucune de ces tactiques ou techniques coercitives ne fonctionnera. Prenez l'Université du Maryland, 12 années de sondages détaillés auprès de la population iranienne, avec les méthodes de sondage les plus reconnues dont ils disposent. Ajoutez-y les sondages de Gallup, de Reuters, du Washington Institute for the Near East et de la Fondation Pew, tous des instituts de sondage basés aux États-Unis. Ce que vous constatez, c'est que l'opinion publique iranienne est plus dure que ne l'était l'ayatollah précédent. En octobre 2025, l'opinion publique iranienne était passée d'un rapport de 6 contre 1, selon lequel l'islam interdit de développer une bombe atomique, à une majorité affirmant non, l'islam n'interdit pas de développer une bombe atomique. Vous savez, le nombre de personnes prêtes à céder en renonçant aux relations d'alliance avec le Hezbollah, les Houthis, les milices chiites ou les populations chiites, où que ce soit dans le monde, se situait entre 2 et 3%. Le nombre de personnes en Iran qui ont un jour voulu renverser la République islamique a culminé autour de 20%. Aujourd'hui, il est autour de 4 ou 5%. Il est très très faible, à un seul chiffre. Et cela s'est accéléré et intensifié depuis le conflit. Si vous comprenez la mentalité chiite du sacrifice et la profonde fierté perse pour leur culture et leur histoire. Je lisais un poète persan qui disait « Je suis le présent, je suis le passé, je suis l'avenir. Ma présence durera. » Vous savez, cela donne une idée de l'état d'esprit persan. Toutes ces méthodes et tactiques coercitives se sont retournées contre leurs auteurs, et elles continuent de le faire. Elles dégradent de plus en plus la position des États-Unis dans l'opinion publique iranienne. Le protocole d'accord était vraiment controversé en Iran. Si vous aviez vu et étudié ces données, confirmées par des gens comme Suleiman Ahmed et d'autres, Max Blumenthal et d'autres qui étaient sur le terrain en Iran, vous auriez compris que ce n'était pas un hasard s'ils ont organisé le plus grand rassemblement public de l'histoire humaine pour un seul événement, en soutien aux funérailles de l'ayatollah et de sa petite-fille de 4 ans que nous avons assassinés. Les gens l'oublient en Occident. Mais cela représentait aussi le consensus de plus en plus large au sein de l'opinion publique iranienne. Ils avaient été trop conciliants, trop diplomatiques, trop accommodants. En octobre 2025, non seulement ils voulaient que l'Iran développe une bombe nucléaire, même si l'ayatollah et sa fatwa étaient toujours en vigueur à l'époque, mais en même temps, sans vouloir céder sur quoi que ce soit d'autre, ils ont déclaré, dans une proportion de 6 contre 1, que si la souveraineté de l'Iran était violée, ne serait-ce qu'un peu, il devrait y avoir une réponse cinétique immédiate et non une réponse diplomatique, parce que ces deux options leur avaient été proposées. Et cela était autrefois proche à l'époque où, mais sur le JCPOA, les États-Unis n'ont jamais tenu leurs engagements. Puis il y a eu l'escalade, il y a eu tous les assassinats, les attaques contre leur allié, le Hezbollah, avec des frappes de décapitation, puis les frappes d'octobre 2024. Obama et Trump n'ont jamais tenu les promesses du JCPOA, alors que l'Iran, lui, l'a fait. Nous ne l'avons pas fait. Voilà quelle a été la relation. L'Iran tient ses promesses. Les États-Unis ne les tiennent pas. Et puis en voyant toutes les opérations de changement de régime et leurs effets en Syrie, en Libye, en Irak et dans une certaine mesure au Liban, puis à Gaza, l'opinion publique iranienne est devenue de plus en plus dure, de plus en plus dure, de plus en plus dure.
Et on pouvait comprendre que cela se manifesterait à travers leur appareil politique. En réalité, l'actuel président iranien perdrait probablement s'il se représentait aujourd'hui parce qu'il a essayé de conclure un accord. Donc une fois qu'on comprend cela, l'état d'esprit iranien, cette mentalité enracinée dans le sens chiite du sacrifice et la fierté perse, on voit qu'il n'y a pas de désir de renverser leur gouvernement. Que le principal moteur émotionnel de leur nation, en ce moment, c'est la vengeance, pas la conciliation, pas une résolution. Et cela impose certaines limites à ce que les dirigeants iraniens peuvent même faire. Et cette nouvelle génération de dirigeants est bien plus dure que les personnes que nous avons assassinées. Et cela correspond à l'opinion publique iranienne et à l'ère du temps qui s'en dégage. Vous savez, on en a parlé. Max Blumenthal a réalisé une bonne interview d'un professeur iranien de l'université de Téhéran qui a vraiment bien analysé la manière dont l'Iran réagirait et répondrait. Il a souligné que tôt ou tard, il pense clairement, au vu de la nature de ses réponses, que le guide religieux, le nouveau guide suprême, dirait qu'il est acceptable de développer des armes nucléaires à des fins de dissuasion. Pas pour un usage offensif, mais à des fins de dissuasion et d'autodéfense. Et que l'Iran n'a jamais manqué du savoir-faire technique nécessaire pour développer des armes nucléaires. L'Iran n'a pas eu la volonté de développer des armes nucléaires en raison de la déclaration religieuse qui s'y oppose. Et il l'a démontré dès les années 1980 en refusant de recourir à des armes biologiques ou chimiques alors même qu'elles étaient utilisées contre lui pendant la guerre Iran-Irak. Donc, si on rassemble tous ces éléments, l'Iran ne va pas capituler. L'Iran ne va pas céder. Si Trump fait ce qu'il fait, Trump continue de prétendre qu'il contrôle l'échelle de l'escalade. À moins de commettre un génocide de masse à l'israélienne contre la population perse, ce qui conduirait à sa destitution, à sa révocation et à son emprisonnement à vie s'il essayait seulement de le faire. À moins de cela, c'est l'Iran qui contrôle l'échelle de l'escalade. Cela a été clairement établi par de nombreux analystes géopolitiques. Mais surtout, quand on comprend que l'opinion publique iranienne limite leur capacité à parvenir ne serait-ce qu'à une option diplomatique. Ce que Vance a réussi à obtenir était vraiment assez extraordinaire, étant donné que l'opinion publique iranienne n'en voulait pas. Et puis, puisque Trump a tout fait capoter, à mes yeux, il va être quasiment impossible de revenir à cela. Donc les seules options pour les États-Unis, c'est le retrait ou l'escalade. Et si nous escaladons, l'Iran escaladera encore davantage. Pourquoi Israël reste-t-il à l'écart en ce moment? Parce qu'ils ont vu tous les radars détruits. Ils ont vu toutes les bases aériennes détruites. Ils comprennent qu'ils ne sont pas en mesure de se défendre. Je veux dire, ils ont dû jeter l'éponge après la guerre de 12 jours, à l'été 2025. Une guerre qu'ils ont déclenchée parce qu'ils ne pouvaient pas supporter les contre-attaques iraniennes. Ils ne seront clairement pas capables de faire face à la nouvelle vague d'attaques iraniennes, rendue possible par la technologie chinoise, qui permet à leurs armes d'être ridiculement précises. À bien des égards, elles sont plus précises que ne l'ont été nos armes pendant ce conflit. Trump se berce simplement de l'illusion que la pression coercitive va fonctionner, alors qu'elle va se retourner contre lui. Ça se retourne contre lui depuis 6 mois. Au début, Larry Johnson, moi-même et quelques autres, nous avons essuyé des critiques pour avoir dit que Trump ne fonctionne pas selon un processus de décision sain. Son filtre exécutif est affaibli. Ce n'est pas l'ancien Trump. C'est un Trump façon roi Lear. Je ne sais pas s'il existe une meilleure preuve que ce qu'il vient de faire. Réintégrer cette guerre, continuer à menacer et continuer à accroître l'escalade. Il a convaincu MBS d'y retourner et d'éliminer, d'aller provoquer les Houthis. Eh bien, ça s'est retourné contre les Saoudiens
et contre le monde entier. Parce que, tout à coup, leur pétrole est à l'arrêt, puisque cette zone, le détroit, est maintenant fermée. Donc, c'est de l'idiotie qui s'ajoute à l'idiotie. Et la seule question c'est, est-ce que le roi Lear va nous précipiter du haut de la falaise avant que quelqu'un le retienne? Et ça ne viendra pas de son cabinet de lâches. On me reproche de soutenir le vice-président Vance. Si vous avez vu ce qui se publie là-dehors, c'est le seul facteur de retenue dans cette affaire. Vous pouvez penser ce que vous voulez de Vance, le détester autant que vous voulez. Cela fait 6 mois qu'il est le seul facteur de retenue. Il est très littéralement notre seul espoir que Trump n'entraîne pas le monde entier dans le vide économique. Oui, oui. Je pense que le cas du Yémen est tellement important en ce moment. Et pensez-vous que Donald Trump pourrait, d'une manière ou d'une autre, se remettre à bombarder le Yémen? Parce qu'hier, il a dit qu'il ne le ferait pas, qu'il n'avait aucun problème avec le Yémen. Mais, comme vous l'avez mentionné, il a soutenu l'attaque saoudienne contre le Yémen. C'est ce qu'a rapporté Axios. Alors, comment voyez-vous la situation entre le Yémen et l'Arabie saoudite? C'est assez délicat. Il pense pouvoir déclencher des choses qui exerceront une pression coercitive, sans avoir à en rendre compte ni à en assumer la responsabilité. Alors, que les Saoudiens combattent les Yéménites, que les Kurdes combattent les Iraniens sur le terrain, que les Syriens aident l'armée libanaise à essayer d'éliminer le Hezbollah. Il se persuade que ce genre de guerre par procuration l'emportera alors que tout le monde sait ce qui se passe dans la région. Il y a donc 2 limites majeures, je devrais dire 3, auxquelles Trump se heurte. Premièrement, si l'on comprend l'opinion publique iranienne, il n'y aura jamais de changement de régime là-bas. Si l'on comprend que le mouvement de la ligne dure correspond à la position de l'opinion publique iranienne, alors on sait qu'il n'y aura jamais de capitulation. Cela veut dire que son objectif de conquête, ou la partie de sa stratégie fondée sur la capitulation, ne se réalisera jamais. La seule question alors, c'est peut-il conquérir? Parce que pour lui, à l'heure actuelle, le compromis n'est pas une option. C'est soit la conquête, soit la capitulation. La réalité, c'est que nous avons des limites économiques, des limites militaires et des limites politiques, très concrètes, qui vont les freiner. Je vois des gens dire qu'ils vont envoyer des troupes au sol en Iran. L'Iran adorerait ça, parce qu'il pourrait démontrer ses capacités sur ce terrain-là, ce qui humilierait encore davantage le président. À mon avis, le vice-président Vance pense qu'il n'y a aucune chance qu'on déploie des troupes au sol significatives, quelles qu'elles soient. Et je pense que c'est le cas parce que, comme Larry Johnson l'a expliqué à plusieurs reprises, nous n'avons pas la logistique pour le faire. Nous n'avons pas les effectifs pour le faire. Donc je veux dire, est-ce qu'on pourrait le faire? Et si vous envisagiez une mission secrète pour prendre le contrôle du Nil, est-ce que vous l'annonceriez publiquement pendant 3 mois d'affilée? Je ne le pense pas. Donc je ne pense pas que ça va arriver. À l'heure actuelle, on n'a même pas les effectifs sur place pour le faire. On ne peut pas l'exclure complètement, parce que Trump est à moitié cinglé. Mais le Pentagone s'y est opposé à plusieurs reprises, en disant « non, 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 non ». Et sa dernière menace, c'est tout simplement une menace de crime de guerre. Si vous faites quoi que ce soit à un navire en particulier pour empêcher le transit commercial, nous allons détruire l'une de vos infrastructures indispensables au fonctionnement de l'humanité. Ils essaient, je veux dire, de supplier Trump d'arrêter de publier des messages et d'arrêter de répondre aux questions sur ce sujet, parce qu'il s'enfonce davantage. Et en disant « Hey, je vais commettre un crime de guerre », il expose les militaires à des risques juridiques. D'accord. Maintenant, vous, en tant que militaire, vous ne pouvez pas suivre cet ordre, parce que c'est un ordre illégal. Et vous avez un devoir au regard de la loi américaine. Vous ne pouvez pas exécuter un ordre illégal, un ordre constituant un crime de guerre,
venant du président des États-Unis. Peu importe qu'il soit le président des États-Unis, vous ne pouvez pas l'exécuter. Il n'a pas ce degré d'immunité ni d'impunité qui lui permettrait d'ordonner une telle chose. Ce sont nos lois sur les crimes de guerre. Le Congrès les a inscrites dans la loi. Nous les avons imposées au monde avec le Code de Nuremberg après la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis ont créé le Code de Nuremberg, ont établi cet ensemble de principes. Nous ne sommes donc pas en position de les abandonner aujourd'hui. Alors, compte tenu de cela, peut-il conquérir? Eh bien, il ne va pas éliminer leur capacité militaire. Il ne va pas leur retirer leur capacité à fabriquer des missiles, ni à les lancer, leur capacité à fabriquer des drones, ni à les lancer, leur capacité à disposer de drones sous-marins, de diverses vedettes rapides, de quasi-torpilles, avec les drones de surface qu'ils possèdent. Si vous additionnez tout cet armement, peut-on les empêcher de le fabriquer? Non. Peut-on les empêcher de le lancer? Non. Cela veut dire qu'on ne peut pas conquérir. On ne peut pas contrôler le détroit. Peut-on convaincre tous les assureurs, toutes les compagnies maritimes et tous les équipages d'y aller sans la moindre inquiétude ni la moindre peur? Non, c'est fini. Ça ne reviendra pas. Et donc on ne peut pas contrôler le détroit. Nous ne pouvons pas obtenir un changement de régime en Iran. Nous ne pouvons pas réduire leur capacité militaire. En réalité, nous ne pouvons même pas contrôler leur capacité nucléaire. La vérité, c'est que s'ils veulent vraiment développer des armes nucléaires, ils pourront le faire. Et ils le feront probablement bien plus vite que beaucoup ne le pensent. Ils pourraient même recevoir de l'aide d'endroits surprenants, comme le Pakistan, la Corée du Nord, la Chine ou la Russie, ou d'une combinaison de ces pays. Si ces pays en viennent à conclure que Trump est tellement dingue qu'il faut aider l'Iran à en finir avec ça, car l'une des raisons pour lesquelles l'Iran a signé le mémorandum d'entente, ce n'était pas en raison de la demande publique. L'opinion publique demandait de ne pas le signer. C'était plutôt pour satisfaire la Russie, la Chine et le Sud global, afin d'atténuer le choc économique provoqué par la fermeture du détroit. Mais maintenant qu'ils en attribuent la responsabilité aux États-Unis, dans le Sud global, en Russie et en Chine, la pression sur l'Iran pour qu'il le fasse est moins forte. Il ne peut donc pas les amener à capituler. Il ne pourra pas les conquérir. Et ça, ce ne sont que les limites militaires. Parlons maintenant des limites économiques et politiques auxquelles Trump est confronté. Sur le plan économique, comme Trump lui-même l'a reconnu et admis il y a seulement cette semaine, nous sommes désormais au bord du précipice. Nous y étions déjà il y a 4 semaines de son propre aveu. Nous avons rouvert le détroit, ce qui a donné un peu de marge. Mais, d'ici la mi-août, nous nous approchons à nouveau de ce précipice. Ils font même semblant de pouvoir puiser davantage dans les réserves stratégiques, alors qu'en réalité, ils ne le peuvent pas. Ils veulent prendre le risque de descendre en dessous de certains niveaux dans ces cavernes de sel, en espérant que ça n'endommagera pas gravement, à l'avenir, tout ce qui s'y trouve. C'est le genre de jeu auquel ils jouent. Ils ne joueraient pas à ce jeu s'il n'y avait pas de problème d'approvisionnement en pétrole et en gaz. On est passé de 13 millions de barils indisponibles à près de 20 millions de barils indisponibles. Maintenant qu'il faut aussi compter les Saoudiens qui sont bloqués. Les Saoudiens peuvent les faire sortir par l'autre partie de la mer Rouge, mais cela retarde les livraisons d'environ 45 jours en moyenne et augmente les coûts. La Chine s'est remise à acheter du pétrole et du gaz. Et puis, bien sûr, ça ne règle même pas le problème des raffineries. L'écart se creuse. Quand on raffine un baril de pétrole, on en tire de l'essence et du diesel. L'écart de prix entre ces produits et le prix du pétrole papier sur les marchés à terme ne cesse de s'agrandir, parce que nos capacités de raffinage ont énormément diminué à l'échelle mondiale. Et nous aggravons encore la situation en donnant en gros le feu vert à l'Ukraine
pour frapper le diesel russe et le gaz russe. Donc en même temps, nous empirons le problème. Imagine avec un président façon roi Lear, complètement délirant. C'est le roi Lear, mais bien plus dangereux, parce qu'il a le doigt sur beaucoup de boutons militaires. Mais sur le plan économique, 2 semaines, 3 semaines, on ne peut pas aller plus loin. C'est une vraie limite économique pour le président. Et puis il y a la limite politique. Les élections de mi-mandat approchent. Il ne peut pas se permettre de se faire écraser. Il peut perdre la Chambre et le Sénat. Il ne peut pas se permettre d'y être écrasé. Pourquoi? Parce que s'il n'a pas, à la Chambre ou au Sénat, des marges avec des élus qu'il peut acheter pour qu'ils ne votent pas dans certains sens, les enquêtes seront généralisées et menées à grande échelle sur tous les différents systèmes de corruption que le président a mis en place. Elles porteront aussi sur le fait que cette guerre était inconstitutionnelle, illégale et immorale. Et les faits en arrière-plan vont choquer beaucoup de gens lorsqu'ils commenceront à sortir dans le cadre d'enquêtes honnêtes et approfondies. Parce que beaucoup de membres serviles du personnel de Trump vont immédiatement craquer. Vance sera le dernier loyaliste. Le principal critique de cette guerre sera le dernier à réellement trahir, à jouer les Brutus. Marco Rubio a hâte de jouer les Brutus. Toute cette bande, Ratcliffe, lui aussi, a hâte de jouer les Brutus. Ils ne vont pas sacrifier leur avenir ou leur carrière pour Trump. Ils vont immédiatement lui planter un couteau dans le dos, comme John Dean l'a fait avec Richard Nixon. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une procédure de destitution. Ça veut dire potentiellement le premier président de l'histoire à être destitué de la présidence des États-Unis. Et c'est le risque politique auquel il est confronté. Donc le risque politique, le risque économique et le risque militaire. Sans même parler au passage sur le plan militaire du fait que nous n'avons pas les armes et que nous ne pouvons pas reconstituer nos stocks parce que notre chaîne d'approvisionnement militaire est tellement lente. Et parce que la Chine possède les terres rares et ne nous permet pas de les utiliser pour ses armes militaires même. C'est pour ça que les gens du Patriot 3 parlent de fabriquer une sorte de version factice, bâclée, d'un Patriot 3, parce qu'ils ne peuvent pas obtenir les stéroïdes nécessaires pour fabriquer le vrai. Tout cela, donc, est désormais confirmé. Je sais que Larry a été très critiqué pour l'avoir signalé très tôt. Nous ne sommes pas en mesure d'utiliser un grand nombre de ces munitions, dont les stocks vont s'épuiser très rapidement. Eh bien, maintenant, vous n'êtes plus obligé de croire Larry sur parole. Vous pouvez le lire à la une du Washington Post et du Wall Street Journal. Donc sur le plan militaire, Trump se heurte à des limites très concrètes qui l'empêchent de continuer à faire monter l'escalade très longtemps. Sur le plan politique, sa capacité à poursuivre cette escalade se heurte aussi à des limites très concrètes. Sur le plan économique, il a également ses limites très concrètes. Et la seule question c'est, quand va-t-il accepter la réalité? Il ne pourra jamais conquérir les Perses, et il n'obtiendra jamais leur capitulation. Tant qu'il ne se réveillera pas face à cette réalité, ce sera probablement lorsqu'il se heurtera à ces limites très concrètes qu'il finira par céder. En ce qui concerne les élections de mi-mandat, il semble qu'il va subir beaucoup de pression. L'une des raisons, c'est ce nouveau rapport, je ne sais pas si vous l'avez vu. Le CBO a déclaré que, théoriquement, 7,5 milliards de dollars avaient été utilisés. C'est le coût de la guerre jusqu'à présent. Mais CBS News a rapporté que ce chiffre est loin de correspondre à ce qui a été dépensé jusqu'ici. C'est la nouvelle réalité. Je pense que si les élections de mi-mandat tournent contre Donald Trump et que le résultat lui est défavorable, ces choses vont refaire surface. Et en plus de ça, il y a les victimes, les personnes tuées, blessées. Et puis les rapports, ils ne rapportent même pas tout. Vous savez, nous avons eu ce membre du Congrès qui est intervenu pour dire qu'ils ne reçoivent pas les renseignements.
Ils n'obtiennent aucune information fiable de la part de l'administration Trump. Et tout cela va lui retomber dessus. Tous ces problèmes vont se retourner contre lui. Et à un moment donné, ils vont se révéler. Ils vont remonter à la surface. Je ne sais pas s'il se prépare à ce moment-là, alors qu'il essaye de poursuivre la guerre. D'ailleurs, concernant l'évolution de la guerre, Robert, est-ce que vous voyez cette guerre prendre fin prochainement? Moi, je la vois se poursuivre jusqu'à l'année prochaine, peut-être. Je ne sais pas. Quelle est votre perception? Je pense que, sans nos limites très concrètes, oui, je dirais que ça pourrait être une guerre sans fin. Le problème, ce sont justement nos limites. Vous savez, quand on n'a pas d'armes, on n'a pas d'armes. Quand on a des bases qu'on ne peut pas protéger, qu'on n'a pas de plateforme de lancement pour mener des assauts et des attaques, et qu'on n'a pas les effectifs nécessaires pour des opérations au sol, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire militairement. On peut toujours espérer. On peut toujours se raconter ce qu'on veut. Mais nous ne sommes pas en mesure de lancer une invasion terrestre. Nous ne sommes même pas en mesure de mener de petites incursions au sol ou des opérations spéciales que nous pourrions soutenir, tout en protégeant nos troupes, sans humiliation publique, sans prise d'otages ou sans perte, sous les yeux du monde entier. Nous ne sommes pas en mesure de continuer à les bombarder. En tout cas, pas très longtemps. À moins de vouloir prendre des risques à ce point dangereux. Nous sommes déjà à un niveau critique de faiblesse pour toute une série de munitions essentielles. Pour faire autre chose que, vous savez, envoyer des bombardiers B-1 ou tenter d'entrer par les airs. Est-ce qu'on en veut un autre, de ces cas-là? Un autre pilote abattu? Un autre Black Hawk Down? Est-ce que Trump veut devenir un Jimmy Carter, deuxième version? Est-ce qu'il veut être Bill Clinton, vous savez, avec Black Hawk Down en Somalie? Je sais que ça le terrifie. Donc, je pense que les limites de nos capacités militaires rendent très improbable la poursuite de ce conflit armé à ce niveau ou à un niveau supérieur pendant une période prolongée. En revanche, on pourrait avoir un blocus pendant une longue période et des sanctions économiques pendant une longue période. Le problème, c'est que ça nous fait plus de mal qu'à l'Iran. L'Iran est déjà passé par là au début des années 2010, puis de nouveau en 2019 et encore pendant le Covid en 2020. À l'époque, ils produisaient bien moins que ce qu'ils produisent aujourd'hui. Ils ont reconstitué leurs réserves de liquidités. Ils ont environ 6 mois de marge grâce à ce qu'ils ont pu faire sortir. Alors, certains ont critiqué la signature du protocole d'accord par l'Iran en disant « Oh, ça a aidé les États-Unis à reconstituer leur stock. » Les États-Unis ne sont pas en mesure de reconstituer leur stock. Il nous faut des années pour ça. L'Iran, lui, a pu reconstituer ses stocks. L'Iran a pu exporter une grande quantité de pétrole, faire entrer beaucoup d'argent sans sanctions pendant pratiquement un mois. Il a pu reconstituer ses stocks de missiles et de drones et rouvrir ses différentes installations qui avaient été frappées avec succès pendant le conflit. Pouvoir obtenir de la technologie chinoise pour améliorer la précision de diverses armes. Donc la Chine a bien davantage profité de la rupture du protocole d'accord que nous. Nous n'avons fait passer qu'environ un tiers des cargaisons de pétrole et d'énergie disponibles par le Détroit, tandis que l'Iran a fait sortir presque tout ce dont il avait besoin et a encaissé l'argent. Et je soupçonne que les Émiratis et les Qataris ont transféré de l'argent en notre nom. Nous faisions simplement semblant qu'aucun argent n'avait changé de main Il y a une raison pour laquelle les Émiratis n'ont pas été frappés pendant un certain temps. Disons-le comme ça. Est-ce parce que les Iraniens ont soudainement décidé qu'ils aimaient les Émiratis ou que les Émiratis ont décidé qu'ils aimaient les Iraniens? Donc je ne pense tout simplement pas que nous puissions le faire militairement. Ensuite, il y a le problème économique.
On peut mettre en place un blocus. Mais comment peut-on supporter l'arrêt de 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole, en gaz, en engrais et en hélium? Dans le cas de l'hélium, c'est plutôt la moitié. Pour l'urée ou les engrais, c'est plutôt la moitié. Est-ce qu'on peut se le permettre? Je ne pense pas. Contrairement à l'idée reçue, les États-Unis ne sont pas exportateurs nets de pétrole brut lourd. C'est le premier problème. Le deuxième, c'est que presque toute la capacité de raffinage américaine est conçue pour du pétrole brut moyen et lourd. C'est à partir de pétrole brut moyen et lourd que nous produisons notre essence, notre diesel et notre carburant d'aviation. Or, nous ne produisons pas beaucoup de pétrole brut moyen et lourd. Nous en sommes importateurs nets. Et les réserves stratégiques s'épuisent dans le monde entier, tout au long de ce conflit. Donc, il y a des limites à la possibilité de les utiliser pour reconstituer les stocks. Je ne vois donc pas comment, économiquement, nous pouvons y survivre. Encore une fois, Trump lui-même l'a reconnu il y a tout juste un mois en expliquant pourquoi il fallait conclure le protocole d'accord dès le départ. Et puis il y a, comme vous l'avez souligné, le risque politique. Il se vide de son soutien politique. Deutsche Bank a développé un indice TACO. Il dit que lorsque le taux à 10 ans dépasse 4,5, lorsque ces taux d'approbation tombent dans le bas des 40, puis dans les 30, et lorsque l'enjeu économique en cause, qui peut varier, est, dans ce cas, le prix de l'essence à la pompe et le prix du diesel à la pompe. Eh bien, quand on regarde, c'est criant. Ça grimpe plus fortement que jamais pendant le conflit. Le taux à 10 ans dépasse les 4,5%. La cote d'approbation de Trump est autour de 30% dans de nombreux sondages. Et l'essence dépasse les $4 le gallon, en hausse de 50% ou de 33-35% par rapport à son niveau précédent. Et c'est particulièrement grave, d'ailleurs, dans les États clés qui peuvent faire basculer l'élection. Dans des endroits comme le Wisconsin, le Michigan, l'Ohio ou l'Iowa. C'est là que les prix à la pompe grimpent le plus. Et puis le diesel dépasse les $5. Or, le diesel entre dans notre agriculture. C'est un intrant essentiel pour produire de la nourriture en Amérique, alors que les agriculteurs souffrent déjà et peinent à s'en sortir. Et en plus de ça, c'est essentiel pour le transport. Donc dans tout le pays, les coûts du diesel à la distribution des biens et produits essentiels. Et soit les prix montent chez Walmart, Costco et les autres, soit les prix baissent parce que plus personne n'a les moyens d'acheter quoi que ce soit. Et ça, c'est un problème encore pire. Donc je ne vois pas comment. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire perdre la Chambre des représentants avec de larges écarts, perdre le Sénat avec de larges écarts, perdre des postes de gouverneurs et des assemblées législatives d'État dans des États clés juste à la veille du redécoupage électoral de 2030. Cela façonnera la future Chambre des représentants. Donc si on met tout ça ensemble, politiquement, il a des limites très strictes. Économiquement, il a des limites très strictes. Militairement, il a des limites très strictes. Pour être franc, je ne vois pas comment il peut maintenir ce conflit armé après le mois d'août. Vous avez évoqué le fait que le champ de bataille est en train de changer, d'une certaine manière. Il y a eu des moments où l'Iran a essayé de frapper davantage Bahreïn, et en ce moment, il se concentre surtout sur le Koweït. Au moins 70% de ses cibles se trouvent au Koweït. L'Iran y frappe des cibles. On voit que la guerre atteint la Jordanie et frappe des cibles en Jordanie. C'est particulièrement important parce que les États-Unis ont déplacé toutes ces armes vers la Jordanie, pensant en quelque sorte qu'elles seraient plus en sécurité sur ces bases jordaniennes. Mais ça ne va pas. Vous savez, la manière dont l'Iran attaque et riposte montre qu'il faut faire quelque chose face à ce qui se passe. Avant de prendre l'antenne en direct, certains rapports indiquaient que les États-Unis avaient d'une certaine manière
déplacer des armes, y compris depuis les bases en Jordanie qui ont été frappées par l'Iran. Voilà à quel point le champ de bataille est mouvant, alors même que nous en parlons. Et je ne sais pas, voyez-vous le moment où l'Iran finirait par frapper Israël? Parce que les États-Unis devraient alors finalement déplacer ses armes vers Israël. Et ce serait, encore une fois, le retour de la guerre, le même genre de guerre que nous avons connu. Si c'est le cas, est-ce que ce sera avant les élections de mi-mandat ou après? Comment évaluez-vous le désespoir sur le champ de bataille? Eh bien, je pense que fondamentalement, ce sont nos limites matérielles qui expliquent pourquoi Trump intensifie les choses maintenant. Autrement dit, Trump, et surtout l'escalade de sa rhétorique, puis parfois, mais de façon sporadique, sur le plan militaire, c'est lié au fait que dans 4 mois, nous ne serons pas en mesure de faire beaucoup plus que ce que nous faisons aujourd'hui. Pour remplacer la plupart des munitions essentielles dont nous avons besoin, surtout pour mener des frappes à distance, c'est-à-dire des frappes qui n'obligent pas nos avions à survoler le territoire iranien et à risquer d'être abattus par les défenses aériennes iraniennes. Ces munitions à distance sont à des niveaux critiques dans notre arsenal offensif. Et puis, ce qui est essentiel pour cette capacité offensive, comme vous l'avez dit, ce sont toutes ces bases. Cela signifie que nous devons protéger ces bases. Pour les protéger, soit nous devons détruire la capacité de l'Iran à lancer ses missiles et ses drones, ainsi que sa capacité à les fabriquer, soit nous devons disposer d'intercepteurs très efficaces. Et des gens comme le Dr Postol, du Massachusetts Institute of Technology, soutiennent depuis longtemps que notre complexe militaro-industriel a tout simplement menti sur les capacités réelles de nos intercepteurs. Et même s'ils étaient efficaces, cela ne changerait rien. Nos stocks sont à des niveaux dangereusement bas. Sur Sonar 21, le site de Larry Johnson, il a détaillé à quel point ces stocks sont dangereusement bas. D'ailleurs, cela avait été prédit par plusieurs personnes, pas seulement Larry Johnson ou Brandon Whiteshirt, mais par tout un éventail de gens. Brandon Whiteshirt devait entrer dans l'administration Trump, mais son scepticisme à l'égard d'Israël l'en a empêché. Le lobby pro-israélien l'a bloqué. Mais des gens comme Joe Kent, entre autres, ont souligné nos limites. Nous avons tout simplement des limites militaires quant à ce que nous pouvons faire. Donc, si nous ne pouvons pas protéger nos bases en Jordanie, comment allons-nous pouvoir le faire ailleurs? Et regardez Israël. Israël tient à rester en dehors de ça pour le moment. Pourquoi? C'est une guerre qu'il voulait voir commencer, qu'il voulait voir se poursuivre. Il voulait que le protocole d'accord soit saboté. Alors pourquoi ont-ils peur de reprendre le conflit avec l'Iran? Eh bien, ils font semblant que c'est parce que, vous savez, ils sont si durs et que les États-Unis vont, vous savez, les limiter. Ils ne vont pas y retourner. Non, c'est très simple. Ils ne peuvent pas se défendre, ni se protéger. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas se défendre, ni se protéger. Et ils voient ces armes iraniennes s'améliorer, s'améliorer, s'améliorer. Au début du conflit, l'Iran a notamment utilisé ses stocks de moindre qualité pour épuiser tous les intercepteurs et déterminer exactement où leur défense était déployée dans le Golfe. Et ils attendaient de pouvoir neutraliser toutes les bases, toute l'infrastructure des bases, ainsi que tous les systèmes radars et de détection précoce. Mais je pense que ce que l'Iran attend, c'est qu'Israël morde à l'hameçon et attaque en premier. Ils veulent le feu vert. Enfin, ils ont déjà le feu vert, puisque nous utilisons de fait des bases israéliennes pour attaquer, tout en prétendant que ce n'est pas le cas. Cela leur suffirait donc pour frapper au moins les sites en Israël à partir desquels notre armée opère. Mais, d'après ce qu'a dit Solomon Ahmed, qui était tout juste en Iran, ils veulent qu'Israël attaque en premier. Ils seraient impatients et prêts à riposter, à frapper fort et à frapper Israël plus durement qu'il ne l'a jamais été auparavant.
Cela soulève donc beaucoup de questions pour la stratégie américaine. Et Israël, comme l'ont expliqué en détail des gens tels qu'Alistair Crook et d'autres, connaît beaucoup de mécontentement et de dissidence en interne. L'une des histoires dont on parle peu, c'est que, depuis des années maintenant, Israël perd soudainement de la population nette, en particulier le type de personnes qu'il souhaite voir rester. Autrement dit, ils perdent des talents intellectuels de haut niveau et des personnes qui contribuent à l'économie sans les remplacer par des profils comparables. Et cela affaiblit leur société et leur économie. La contestation intérieure grandit à mesure qu'ils constatent à quel point les stratégies de Bibi ont été désastreuses pour l'image d'Israël et des États-Unis, mais aussi dans le monde entier, et tout simplement pour leur sécurité et leur stabilité. Bibi peut-il vraiment tenir encore 30 jours avec des Israéliens réfugiés dans des abris? Quand l'Iran est frappé, il ne se cache pas dans des abris. Je veux dire, ils continuent simplement à marcher dans la rue parce qu'ils sont perses. Ce ne serait pas surprenant. Les gens comprenaient qui ils sont, mais malheureusement, beaucoup en Occident et aux États-Unis ne le comprennent pas. Mais Israël n'est pas, selon moi, en position de mener un conflit très prolongé. Et donc, si nous continuons à escalader et que nous utilisons des bases israéliennes pour le faire, nous les exposons à toutes sortes de vulnérabilités et de risques. Et peut-être qu'ils lâcheront vraiment le Hezbollah, d'une manière dont le Hezbollah n'a jamais été lâché. Peut-être qu'ils lâcheront vraiment les Houthis, d'une manière dont les Houthis n'ont jamais été lâchés. Donc le risque d'escalade, encore une fois, en dehors d'une guerre nucléaire, fait pencher l'échelle de l'escalade en faveur de l'Iran. Ils peuvent supporter davantage de souffrance, et ils peuvent nous infliger davantage de souffrance que nous ne pouvons en supporter. Et tant que ce sera le cas, nous ne pourrons pas poursuivre ce conflit. Nous ne pourrons pas le prolonger, du moins pas sur le plan militaire. Et c'est là que tous ceux qui s'en inquiètent ou qui s'en réjouissent, je ne les entends pas faire un rappel à la réalité logistique. Ce n'est pas l'Afghanistan, ce n'est pas l'Irak. Nous ne sommes pas en position de continuer ça. Nous ne sommes pas en position de le maintenir. Et l'Iran le sait. C'est pour ça qu'ils sont très patients, très méthodiques. Ils savent que plus ça dure, plus nous poussons des cris avant eux. Que pensez-vous de la rencontre entre Donald Trump et le président libanais Joseph Aoun? Si l'on part du principe que l'objectif principal serait celui mentionné dans le mémorandum d'accord entre Israël et le Liban, à savoir le désarmement du Hezbollah, cela me rappelle la même politique qui a échoué à Gaza et qu'ils appliquent de la même manière au Liban. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qu'ils essayent de faire avec le gouvernement irakien. Le gouvernement irakien a, d'une certaine façon, coopéré et déclaré que ces personnes armées, qui font partie de l'axe de la résistance, devaient désarmer, alors qu'il n'a ni les armes, ni les capacités, ni le pouvoir de le faire sur le plan intérieur. Le gouvernement irakien, le gouvernement libanais et Israël n'ont pas réussi à le faire contre le Hamas. Ils ont tout détruit. Le Hamas n'était pas une force professionnelle, mais ils n'ont pas pu désarmer le Hamas. Alors imaginez comment ces gens peuvent s'en prendre à ces axes de la résistance en Irak ou au Liban. Avec le cas du Hezbollah, qui est une sorte d'armée professionnelle ou de militants professionnels. Comment comprenez-vous cela? Parce qu'il faut comprendre qu'en fin de compte, il faut être plus pragmatique, plus concret. Or, nous ne voyons pas ce genre de signe de la part de l'administration Trump. Mais je ne sais pas dans quelle mesure ce qui a été mentionné dans le protocole d'accord est réellement présent dans leurs esprits ou leur paraît réalisable. Ce que Trump semble faire, c'est suivre en quelque sorte les vieilles priorités de l'Empire américain néoconservateur, néolibéral, de l'État profond,
qui continue de voir le Moyen-Orient comme un immense échiquier. Et il continue de penser que l'Iran a très peu de véritable soutien dans son propre pays et dans les autres endroits concernés. Il pense que le Hezbollah est une bande terroriste qui opprime sa propre population chiite. Il pense que les milices chiites en Irak sont des organisations terroristes soutenues uniquement par l'argent iranien. Ils avouent par projection. Moi, j'appelle ça l'aveu par projection. Écoutez Rubio. D'habitude, quand il décrit l'Iran, il décrit en fait les États-Unis. Ils soutiennent des relais faibles qui n'ont pas vraiment de légitimité auprès de la population, ni le soutien émotionnel et passionné nécessaire pour rendre ces organisations efficaces. C'est pour ça qu'on passe d'un soutien à des forces par procuration à un autre, puis à un autre, puis à un autre. Ce sont des organisations et des entités qui ne sont pas viables. En général, elles sont remplies d'escrocs qui ne se soucient pas vraiment de la cause qu'ils prétendent défendre. Et on fait comme si c'était le cas de l'Iran, alors que ce n'est pas vrai. Le Hezbollah n'est pas né de l'Iran, mais des objections authentiques de la population chiite face à l'invasion israélienne et aux attaques américaines du début des années 80. S'il y avait des élections honnêtes au Liban, les chiites remporteraient probablement toutes les élections. Donc, le Hezbollah est là. La raison pour laquelle les frappes de décapitation n'ont aucun effet sur eux, c'est qu'ils sont là parce qu'il existe une demande massive de la population pour qu'ils y soient. Les populations chiites du Liban, d'Irak, de Bahreïn et du Pakistan ont massivement approuvé et soutenu la République islamique d'Iran depuis sa fondation. D'après tous les sondages d'opinion occidentaux légitimes, pas ceux financés par la NED et l'USAID. J'ai mis en ligne un article sur Substack afin que vous puissiez consulter vous-même les liens et voir toutes les données qui remontent à presque 40 ans. Et elles soutiennent réellement la protection des chiites et le soutien à leur région. Et ce avec quoi nous jouons, c'est le risque suivant. Que se passe-t-il si nous déclenchons une dynamique dans laquelle le Hezbollah prend le contrôle du Liban? Que se passe-t-il si nous déclenchons une dynamique dans laquelle les chiites prennent le contrôle de l'Irak? Ce serait d'ailleurs la chose la plus logique, compte tenu de leur poids démographique actuel dans ce pays. Et si nous déclenchions une dynamique qui les amène à renverser l'oligarchie et la monarchie sunnite à Bahreïn? Si vous remontez dans l'histoire de la Perse, elle dominait de nombreuses régions de l'autre côté du Golfe. Et ce n'est pas tout. Regardez la confession religieuse de l'Est de l'Arabie saoudite, là où se trouve une grande partie de leurs gisements de pétrole et de gaz. Vous allez découvrir que dans beaucoup de ces régions, ce ne sont pas les musulmans sunnites qui dominent. Que se passe-t-il si l'Iran décide de devenir la soi-disant puissance impériale qu'on prétend qu'il est? Alors, il pourrait dominer le Moyen-Orient dans une direction entièrement nouvelle, différente. Et si les Saoudiens perdaient une grande partie de ce pétrole et de ce gaz dans la partie est de leur pays, que se passerait-il alors? C'est donc un pari à très haut risque, et il faut le dire franchement. C'est un pari mené par des abrutis. On a des gens qui ne savent pas ce qu'ils font, qui n'ont pas réfléchi à tout ça, qui croient à des illusions et à des délires, et qui ne veulent pas entendre les critiques. Cela a été confirmé par le Washington Post et par d'autres. Ce dont Larry, moi et quelques autres parlons depuis des mois, c'est que Trump ne veut pas entendre d'avis négatifs. Il ne veut pas entendre de contradictions, de critiques. Vance est le seul à réussir à atteindre Trump, tout simplement parce qu'il est le vice-président élu et que Trump ne peut donc pas le renvoyer. Tous les autres lui susurrent à l'oreille toutes sortes de paroles de langue de serpent. Et même si Lady Lindsey Graham n'est plus là pour entretenir ses mensonges au niveau le plus efficace, des gens comme Hegseth sont prêts à se présenter devant le Congrès et, comme vous le soulignez, à mentir sur le coût de la guerre.
Tout le monde sait que 100 milliards, plus de 100 000 dollars en espèces. Cela ne comprend pas tous les coûts indirects, qui vont se chiffrer en milliers de milliards une fois que tout cela sera terminé. Mais rien que le coût direct, à payer de notre poche, des armes que nous avons perdues et des bases qui ont été endommagées ou détruites. Et il sait qu'il ment à ce sujet. Il ne demanderait pas une hausse budgétaire aussi énorme s'il ne mentait pas là-dessus. Donc si vous additionnez tout ça, le plus grand risque reste le même. À quel moment Trump peut-il être sain d'esprit? Et même si Trump est fou, à quel moment les dures réalités des limites militaires, économiques et politiques finissent-elles quand même par s'imposer? Et il y a une raison pour laquelle il a capitulé il y a plusieurs semaines en concluant le protocole d'accord dès le départ. La principale raison, c'est que Vance a réussi à faire passer ça pendant la phase de négociation. Mais Trump a simplement regardé la réalité en face. Militairement, on ne peut pas gagner ça. Économiquement, on ne peut pas gagner ça. Politiquement, on ne peut pas gagner ça. Et pour lui, le risque est énorme, tandis que la récompense est trop faible pour que ça en vaille la peine. Mais ensuite, Trump redevient le Donald délirant. Et quand il est dans cet état d'esprit, il se convainc que la bonne chose va arriver et que la mauvaise n'arrivera pas, qu'il a un moyen de pression, qu'au final, soit il conquérera l'Iran, soit l'Iran capitulera. Et puis il y a ces autres jeux du genre. Faisons en sorte que le régime irakien écrase les milices chiites en Irak. Et faisons en sorte que les Kurdes du nord de l'Irak envahissent l'Iran, alors que les Kurdes d'Iran ne veulent absolument rien avoir à faire avec cette invasion. Et beaucoup de Kurdes pragmatiques et sensés ne veulent rien avoir à faire avec ça, dans le nord de l'Irak. Vous avez l'armée américaine qui essaie d'accumuler des stocks au Koweït, au moins pour donner l'impression qu'elle va aller s'emparer des îles. C'est pour ça que le Koweït est frappé, encore et encore et encore. Toutes ces monarchies du Golfe sont très fragiles. Un changement de régime peut arriver bien plus facilement à Bahreïn qu'il ne pourrait jamais arriver en Iran, bien plus facilement en Irak qu'en Iran, bien plus facilement au Liban qu'en Iran. Et puis, que se passe-t-il si le régime syrien s'effondre? Vous savez, le roi coupeur de tête subit le contre-coup d'une montée en puissance du Hezbollah libanais. Ils n'ont absolument pas réfléchi à ça. Prenons cette marionnette médiocre et idiote que nous avons mise en place, cette personne corrompue à la vénézuélienne que nous avons portée au pouvoir, que ce soit au Liban ou en Irak. Et faisons comme si elle avait les effectifs réels, la volonté réelle au sein de ses propres responsables militaires, les moyens réels de désarmer les milices chiites irakiennes, de désarmer le Hezbollah. C'est délirant. En fait, ça invite une riposte qui étendrait et renforcerait totalement la puissance chiite dans tout le Moyen-Orient et nous en chasserait carrément. Donc ça montre à quel point la pensée à la Maison-Blanche est délirante. Vous avez là quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis la Première Guerre mondiale. À l'approche de la Première Guerre mondiale, si vous connaissiez les citadelles du pouvoir, vous sauriez qu'elles croyaient à des choses ridicules et absurdes. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? 4 des 6 plus grandes civilisations ou systèmes de gouvernement qui avaient existé pendant parfois jusqu'à 6 siècles ont disparu en 5 ans. Nous risquons de mettre complètement le feu à l'Empire américain. Personnellement, ça ne me dérange pas. J'aimerais simplement éviter, entre-temps, une apocalypse nucléaire ou un désastre économique. Ce n'est pas incroyable. Donald Trump avait notamment pour objectif de renforcer le dollar. Et aujourd'hui, quoi qu'il fasse avec la nouvelle résolution sur les sanctions, sur laquelle Lindsey Graham travaillait avec Blumenthal, Donald Trump veut maintenant ajouter l'Iran au régime de sanctions qu'ils veulent imposer à la Russie. Donc maintenant, l'Iran
et la Russie, ensemble, vont subir encore plus de sanctions? Je ne sais pas. Quand il s'agit de l'Iran, je regarde la situation, l'économie iranienne, et je ne sais pas quel secteur de l'économie iranienne n'avait pas déjà été sanctionné. Il y a des sanctions partout dans l'économie iranienne. Pour la Russie, c'est pareil d'ailleurs. Regardez ces 5 années de guerre. On approche des 5 ans de guerre en Ukraine, et ils ont frappé chaque partie de l'économie russe. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent à obtenir avec ça, ni qui défend cette position. Et ce que je vois, chaque fois que vous regardez Fox News, c'est que Keith Kellogg est là, dès qu'on parle de la guerre en Ukraine. Tout tourne autour de l'Ukraine perd, et l'Ukraine gagne. La Russie perd, elle perd gros. Maintenant, quand il s'agit de la guerre avec l'Iran, il dit « oui, il faut envoyer des troupes au sol », et elles vont gagner. Elles vont gagner gros, et peu importe ce dont les gens parlent. Ce type est là uniquement pour vendre davantage de guerre. Et Donald Trump coopère d'une certaine manière avec ce nouveau régime de sanctions contre les pays. Qu'est-ce que c'est que ça, Robert? Pensez-vous que, dans le cas de ces deux guerres qui se déroulent, ils vont finir par en arriver au point de dire « non, avec ces politiques, on n'avance nulle part ». Eh bien, je veux dire, Trump, il suffit d'écouter Trump lui-même. C'était il y a quelques semaines. Il a reconnu qu'il s'agissait d'argent iranien que nous détenions et que nous n'avons aucune base légale pour continuer à le retenir. Donc, à un moment donné, il faudra bien le rendre. Et sur les sanctions, il a dit que les sanctions se retournent contre nous. Elles nuisent aux États-Unis parce que les voies ferrées, si vous voulez, du système financier mondial sont d'origine américaine, qu'il s'agisse de l'usage du dollar, de l'utilisation du système SWIFT pour les banques et la finance, ou des autres composantes de la finance et du commerce américain. Plus nous les transformons en armes politiques, plus nous affaiblissons notre propre puissance économique mondiale, plus nous fragilisons notre propre système financier américain. Il l'a reconnu lui-même il y a seulement quelques semaines. Donc, quand on a un Trump sobre, on a un Trump sensé. Mais quand Trump est ivre au point de délirer, tout ça disparaît soudainement. Il écoute les néolibéraux et les néoconservateurs lui souffler des absurdités à l'oreille, que nous avons un pouvoir total, que comme l'a dit Kissinger, celui qui contrôle la nourriture contrôle les peuples, celui qui contrôle l'énergie peut contrôler des continents entiers, celui qui contrôle l'argent peut contrôler le monde. Et puisque notre dollar américain est très utilisé dans le monde, on suppose que cela nous donne une certaine forme de pouvoir. Mais en réalité, ce n'est pas le cas, parce que beaucoup de banques internationales ont simplement décidé de libeller leurs dettes en dollars. Or, 95% des dollars en circulation dans le monde n'ont jamais été émis par le Trésor américain. Et les gens peuvent se tourner vers Jeff Snyder, Brent Johnson ou d'autres personnes pour Tom Stronging. L'Eurodollar University de Jeff Snyder est très utile à cet égard. Mais cela veut dire qu'il ne constitue pas le pouvoir que nous lui attribuons. Au contraire, en transformant l'accès en armes, en transformant le stockage en armes, en utilisant comme armes tous les outils disponibles dans le système financier, nous disons au monde, vous avez besoin d'un nouveau système financier. Vous avez besoin d'un système BRICS pour pouvoir faire des transactions. Vous devez pouvoir disposer de mécanismes alternatifs pour stocker la richesse, qu'il s'agisse d'une forme de monnaie numérique, d'une monnaie adossée à l'or ou de toute autre chose. Vous devez vous éloigner du dollar américain autant que possible. Or, dans les transactions quotidiennes, le dollar américain continuera probablement de dominer. Mais c'est parce qu'il ne s'agit pas du dollar américain émis par le Trésor. Elles sont émises par des banques mondiales, simplement pour libeller par commodité la forme de dette qu'elles détiennent. Mais le pouvoir que nous voulons exploiter par ce biais n'est tout simplement plus vraiment là, de plus en plus.
Je veux dire, si nous voulions vraiment que les gens utilisent la monnaie numérique américaine, le nouveau dollar numérique américain, les stablecoins, vous allez voir beaucoup plus de gens qui ne voudront pas s'en approcher parce qu'ils savent ce que cela implique. Plus important encore, ils ne voudront pas investir aux États-Unis parce que c'est là que vos actifs peuvent réellement être saisis et volés. Ils ne voudront pas investir sur les marchés d'actions américains, sur les marchés des bons du Trésor américain. Ils ne voudront pas placer leur argent dans des investissements américains qui pourraient être saisis à n'importe quel moment. Et ces paquets de sanctions, présentés comme des sanctions contre la Russie, présentés comme des sanctions contre l'Iran, sont en réalité simplement des sanctions contre la Chine. Qui achète tout le pétrole iranien? La Chine. Qui reçoit beaucoup de marchandises et devient de plus en plus le principal partenaire commercial de la Russie? La Chine. Et nous n'avons même pas pu maintenir des droits de douane de 20% contre eux, à cause de leur monopole sur les terres rares. On va leur imposer des droits de douane de 500%. C'est une blague. C'est une blague. Quelle bande de sénateurs ridicules nous avons. Stanislav Krapivnik a comparé cela à l'Empire romain de la fin, où oui, il y avait des sénateurs, mais leur seule raison d'être était de s'assurer d'obtenir leur part du gâteau corrompu, tout en courant après leur version des stagiaires dans les couloirs du pouvoir. Donc, il n'y a aucun moyen de faire ça sans que cela ne se retourne durement contre nous. La Russie l'a facilement supporté. La Chine a déjà dit à ses raffineurs de pétrole indépendants et à d'autres, à partir de maintenant, nous ignorons toutes les sanctions. Peu importe de quelles sanctions il s'agit. Ne vous y conformez pas au regard de notre loi. Ça veut dire qu'ils ne le feront pas. Donc, nous n'allons rien récupérer. Nous n'allons dissuader personne, en réalité, à part empêcher le reste du Sud global d'obtenir ses biens à un prix abordable. Nous allons retourner davantage de gens contre nous, d'une manière qui n'était pas le cas auparavant, à mesure que Trump devient la caricature critique, plutôt que l'honnête défenseur de sa propre campagne depuis plus de 10 ans, en devenant encore plus idiot que Biden, encore plus corrompu que Bill Clinton et encore plus belliciste que les Bush. Alors, vous additionnez tout ça. Ce n'est pas une bonne combinaison, mais cela convient sans doute à la mort naissante d'un empire qui n'aurait jamais dû être un empire, au départ. Oui. Merci beaucoup, Robert, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir, comme toujours. Absolument. Oh, juste un petit mot. Il reste encore quelques billets. Des gens ont demandé. Le 1766 Law Center organise sa grande conférence de collecte de fonds le week-end prochain. Larry Johnson sera là, Daniel Davis sera là. Alexander Mercouris sera là. Alex Christophou aussi. Vous pouvez aller sur 7766lawcenter.com. Il reste environ 6 ou 7 billets, alors dépêchez-vous si vous voulez en avoir un. Et un jour, il faudra qu'on vous fasse venir ici, aux États-Unis. Tant que Laura Loomer n'est pas dans les parages, vous pourrez probablement vous faufiler. Oui, elle veut de personne. Elle est là-bas, en Ukraine. Elle est là-bas, en Ukraine. Je suis un critique virulent de la guerre en Ukraine, mais ça vous donne un exemple de ce que sont les agents de l'État profond. Autrefois, l'État profond avait des nanas intelligentes et sexy comme agents. Maintenant, il a comme agent quelqu'un qui ressemble à Jigsaw dans le film Saw. La qualité de l'Empire continue de décliner sous nos yeux. Ils sont tous liés, Robert. Et quand vous regardez en coulisses, tous ces gens qui étaient contre la Russie, qui étaient contre l'Iran, qui soutenaient, vous savez, des guerres sans fin, ce sont les mêmes personnes. Les mêmes personnes, de la même espèce. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu le mème. Ils ont dit quel serait le supplice ultime pour Lindsey Graham quand il descendra en enfer.
être entouré de femmes, parce que c'est pas son idée d'un bon moment. Donc, c'est un accord. On verra comment ça se passe. Mamishaz 776 Los Center, comme vous obtenir les billets. Pour ceux qui peuvent venir, entrez. Alors que nous traversons une époque folle et démente, espérons simplement pouvoir en sortir de l'autre côté. Et si l'Amérique cesse d'être un empire, Dieu nous bénisse, parce que nous n'étions pas censés être un empire dès le départ. Merci Robert, merci. Ravi d'être là. À bientôt. Au revoir.